une des choses les plus complexes et les plus difficiles à intégrer, c'est la modification qu'a amené cette révolution numérique. C'est tellement difficile pour nous, culturellement, à prendre en compte, qu'on va partir d'un peu loin, puisqu'on va partir du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va prendre un même sujet, ou des mêmes sujets, alors 19e et avant, 20e, 21e siècle. Même si je vous demande de me faire grâce que dans l'explication, le 19e siècle ne s'arrêtera pas à 1899 exactement. Par contre, vous verrez que le 20e s'arrête quasiment à 1999. De quoi se composent ces 3 siècles? Très simple, au 19e siècle, on passe son temps à couvrir majoritairement des besoins, et des besoins primaires. Se loger, se nourrir, se vêtir. La France est à l'époque majoritairement agricole, et on a un peu d'artisanat. Mais, la seule chose dont ont besoin les gens, c'est de ne plus avoir faim, de ne plus avoir froid, et d'être couvert. On est dans un monde majoritairement agricole, et on a de l'artisanat. Je vais prendre un ou deux exemples que tout le monde peut imaginer. On a à peu près dans chaque village, dans chaque ville, un boulanger, un forgeron, un cordonnier. Hein, puisqu'à l'époque, on ne les appelle même pas bottiers. Le cordonnier fait les chaussures. Et, suivant la taille, on va prendre l'exemple du cordonnier, suivant la taille du village ou de la ville, soit on a un seul cordonnier, ben il a le monopole, il est le seul, même si souvent c'est un sabotier d'ailleurs. Si on a une ville un peu plus grande, on va avoir 2 ou 3 cordonniers, ou 4, mais guère plus. Donc ça c'est le métier. En termes de communication, ben, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'en général il n'y a pas de problème avec le seuil, et je ne vais pas faire 50 km à pied ou à cheval pour aller chez un autre. Et quand j'ai une ville où j'ai 3 cordonniers, ben, il y en a un qui est connu parce qu'il fait des chaussures plus solides, l'autre qui est connu parce qu'il fait des chaussures plus belles, et le troisième qui est peut-être connu parce qu'il fait des chaussures moins chères. Et c'est le bouche à oreille qui va faire la réputation de chacun d'entre eux. Ensuite, en volume, je vais avoir de 2 à 10 modèles. C'est-à-dire, suivant que je sois dans un petit village ou dans une ville, je vais avoir des modèles de chaussures de tous les jours, des modèles de chaussures habillées, des modèles pour hommes, des modèles pour femmes. Je n'ai pas énormément de choix. Mais, j'ai quand même un peu de volume de choix. On peut regarder la notion de la formation. La même chose, on a une transmission directe. Que ce soit l'agriculteur, l'artisan, il va transmettre majoritairement au fils aîné. Directement. Dans les rares cas où il n'a pas de descendance directe, il va prendre un apprenti. Et il va le former. Directement. Dans les quelques familles bourgeoises qui n'ont pas d'enfants qui vont faire agriculteur ou artisan, on va avoir le précepteur qui va former de 1 à 3 élèves. Donc on est systématiquement dans de la formation directe. On pourra aller plus loin dans les détails, mais pour aujourd'hui on va s'arrêter sur ces grands axes. Ça c'est les caractéristiques majeures du 19e siècle. Quand on arrive au 20e siècle, on arrive sur la notion de la fabrication des produits et objets. Produits-objets, on va rester sur notre cordonnier au 20e siècle, même si, dans la réalité,
c'est plutôt un peu la fin du 19e, un financier va arriver, s'installer dans une ville, et il va décider qu'il va créer une manufacture de chaussures. Et très souvent, ce financier vient du milieu de l'extraction de minerais, qui a été la vraie richesse du 19e siècle. C'est comme ça que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est les houilles, ou dans l'Est, les maîtres des forges, qui ont été les premiers à investir dans les filatures et ainsi de suite, puisqu'ils avaient, par l'extraction des minerais, de l'argent. Donc, il va venir créer la manufacture de chaussures. Particularité de la manufacture, il va commencer par embaucher les 3 cordonniers de la ville. Mais embauchant les 3 cordonniers de la ville, cette notion qu'on appelle la révolution industrielle, on va voir que c'est une vraie révolution, et on comprendra mieux la vraie révolution numérique derrière. Pour rappeler que tout à l'heure, j'ai un cordonnier qui fait des meilleures chaussures, d'autres des plus solides, d'autres des plus belles et d'autres des moins chères. Mais pour être sûr d'avoir un standard, il va être obligé de prendre la base du cordonnier le moins capable. Il est sûr qu'au moins les 2 autres pourront faire la même chose. Donc il va légèrement abaisser la qualité pour avoir un standard. Et la notion de la révolution industrielle, qu'on n'aime pas entendre, c'est que l'histoire de la révolution industrielle tout au long du XXe siècle, c'est comment j'abaisse de plus en plus la qualité pour abaisser de plus en plus les coûts tout en restant dans une démarche acceptable pour les gens. À tel point que tout au long du XXe siècle, la manufacture de chaussures va petit à petit se passer de tout métier. Vous ne trouvez plus aujourd'hui dans une manufacture de chaussons ou de chaussures un seul cordonnier ou un seul boutier. On a tellement morcelé le travail entre piqueuses, couseuses et ainsi de suite que vous n'avez plus personne maîtrisant le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas intégré, c'est que l'usine, la notion industrielle, fait uniquement des produits de très basse qualité. Et pour arriver à les produire suffisamment avec cette qualité au minimum, on a créé, lors du XXe siècle, une catégorie dans l'entreprise qu'on appelle les cadres. Le rôle des cadres étant de vérifier que chaque ouvrier à sa place, n'ayant plus le métier, applique la partie du métier qu'on lui a attribué, le process, et l'applique exactement sans le remettre en cause. C'est-à-dire qu'on a passé 50 ans à former des gens dans le métier et d'empêcher tout changement et toute prise d'initiative. C'est pour ça d'ailleurs qu'au XXIe siècle, toutes les entreprises qui pensent amener du changement en passant par les cadres se gourrent totalement. L'exemple même que nous avons, nous, dans les entreprises où nous intervenons, c'est des démissions collectives ou des licenciements collectifs de cadres. Le cadre est un empêcheur de fonctionner et d'innover dans l'entreprise. Il a été créé, payé et validé pour ça. Faire que des gens n'ayant plus le métier appliquent le morceau de process qu'ils doivent faire dans la chaîne de production. Et comme on va sortir des produits de très mauvaise qualité, par rapport à ce que faisait autrefois un cordonnier, on invente dans les années 30 et puis ça prend son essor à partir des années 50, la publicité. Le principe de la publicité est très simple. Je prends un produit de merde, je vous l'enrobe bien et je vous fais croire que vous avez un produit haut de gamme. J'adore charrier ma femme et son sac Gucci. Son sac Gucci, c'est pas un sac fait sur mesure par un artisan d'art. C'est un process industriel où à la limite le cuir à l'entrée est 10% supérieur au cuir d'un sac de base et où à la sortie du process on a mis beaucoup de communication pour lui faire croire qu'elle avait un produit de qualité. Et pendant 40 à 50 années, le rôle de la publicité et des médias a été de survaloriser des produits de plus en plus mauvaise qualité. Et ce serait trop facile aujourd'hui de vous parler des filières viande et ainsi de suite, mais restons que dans les objets et les produits. Le principe de la révolution industrielle, il s'est appliqué là.
Et la notion qu'on n'a pas intégrée, c'est que comme la révolution industrielle est une vraie révolution, elle a touché toutes les tranches de la société. À partir des années 50-60, on a industrialisé l'agriculture. On a fourni des tracteurs aux paysans pour produire plus, on a fourni des engrais, des semences, et ainsi de suite. On a petit à petit industrialisé l'ensemble de la vie. Ce qui se passe avec le numérique, c'est pareil. Le numérique est quelque chose de transversal. Ce n'est pas une filière comme veulent le voir les collectivités ou les chambres consulaires qui en font une filière comme la métallurgie, le commerce, et ainsi de suite. Non, c'est un principe transversal. C'est-à-dire que là, on va passer, on reviendra au volume, on va passer directement à la formation. Ce qu'on n'a pas intégré de la même manière, c'est que la formation, elle a été industrialisée. C'est quoi un instituteur de CM2 ou un prof de 6e? Ce n'est rien d'autre qu'un ouvrier tâcheron sur une chaîne de production. Il n'est en rien responsable de l'élève qui lui arrive de CM1, comme à la chaîne. Et il ne sera en rien responsable de l'élève qui lâche en 6e. Il a un process, on appelle ça le programme. Il sait exactement ce qu'il doit faire pendant son année sur son morceau de chaîne. Il a un système de contrôle qualité, comme dans l'usine. C'est-à-dire, c'est les notes. Il a comme en usine un système de traitement des rebuts. C'est le redoublement, c'est l'exclusion, ainsi de suite. Et le seul truc qu'il y a de sûr, c'est comme dans l'usine, c'est qu'à la sortie, on sort un produit de très mauvaise qualité, sauf qu'on y met des titres, des diplômes, des 2SS, des machins, qui sont la forme de pub de l'industrialisation de l'éducation. Mais on a surtout des gens qui ne sont plus formés. On a là aussi industrialisé le process de formation humaine, comme on a industrialisé l'agriculture, comme on a tout industrialisé. Et comme on a industrialisé, ben oui, aujourd'hui, avec en plus, petit à petit au XXe siècle, les magasins, la distribution, puis la VPC, même si la VPC, en termes de volume de produits, elle a touché beaucoup de gens avec peu de produits. Hein. Les magasins, ben, de suite, on s'est retrouvé avec 50, 100 paires de chaussures dans le moindre ville. La VPC, en fait, quand vous regardez les grands catalogues de Trois Suisses, La Redoute, Kell, Neckermann, Manu France autrefois, ça touche des millions d'habitants. Et moi, gamin, je me rappelle que sur le catalogue Manu France, il n'y avait que 3 appareils photo. Sur le catalogue de La Redoute 3 Suisses, vous avez le choix entre 2 ou 3 ordinateurs. C'est-à-dire que ça n'augmente pas le choix, ça augmente le nombre de gens touchés. Par contre, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, ben, quelqu'un qui sait bien se servir d'Internet, il a accès à 1 million de paires de chaussures. Sans aucun problème. Et là, le problème, c'est qu'on est passé au XXIe siècle. Et ce qu'on n'a pas vu, et ce qu'on n'a pas intégré, c'est cette révolution numérique qui, de la même manière que la révolution industrielle, va être transversale. Au XXIe siècle, on n'a plus de besoins. Majoritairement, même si ce n'est pas exact partout, majoritairement, les besoins primaires sont couverts. La plupart des gens arrivent à s'habiller, même mal. Ils ne sont pas nus dans la rue, ils arrivent à se nourrir, même mal. Et ils arrivent à se loger, même mal. Les besoins primaires, plus besoin. La plupart des gens ont peu de besoin de produits. Ce qui est assez fou, c'est-à-dire qu'à une époque où il n'y a jamais eu autant de production de produits, il n'y a jamais eu aussi peu de besoins. La même chose, comme ça m'intéressait, j'ai recherché des études. En 1970, un foyer français, 2 adultes, 2 enfants, possède 200 objets. Tout compris. En 2000, un foyer français, 2 adultes, 2 enfants, possède 2000 objets. En moyenne. On prend tout comme objet. Si on a 50 livres, c'est 50 objets. Si on a 50 assiettes, c'est 50. Et en 2010, on a quasiment doublé par rapport à 2000, on arrive à 4000 objets. C'est-à-dire qu'on a 20 fois plus d'objets qu'il y a 40 ans. Sans que les besoins fondamentaux d'une famille, mari, femme, 2 enfants, aient vraiment changé. Ce qui fait qu'au XXIe siècle, quand
quand ma femme achète une paire de chaussures, elle n'a pas besoin de chaussures. Elle a déjà 40 ou 50 paires. Donc c'est pas un besoin. Elle n'a pas besoin de nouveaux produits. Il n'y a pas des technologies qui changent dans les chaussures qui permettent d'avoir un truc révolutionnaire. Donc quand elle achète une paire de chaussures, ben, elle achète l'idée que cette paire qu'elle a vue en photo sur tel mannequin ira bien, ou que ça ira bien avec telle tenue, ou qu'elle va faire une bonne œuvre. Ma femme et ma fille, par exemple, achètent des Toms. Vous ne connaissez pas Toms? Ah, Toms, c'est magnifique. Les enfants de Partenay ont toutes des Toms, parce que ma fille est arrivée avec ses Toms à l'école, qu'elle achète à San Francisco, que maintenant elle achète par le web. Parce que quand vous achetez une paire de chaussures chez Toms, qui sont des chaussures recyclées, Toms offre une autre paire de chaussures à un enfant dans le besoin. Et si cet enfant a déjà une paire de chaussures, il lui offre une paire de lunettes. Ma fille adore l'idée d'acheter des chaussures qui permettent à d'autres, au XXIe siècle, tout ce qu'on achète, c'est des idées. Quand on achète une Audi A3, on achète une Golf. Donc juste la carrosserie est différente, et les 4 anneaux donnent l'idée que vous avez plus d'argent, d'ailleurs vous le payez plus cher. Mais c'est une idée. Quand on va acheter une Prius ou telle autre voiture, c'est l'idée qu'on circule mais qu'on ne pollue pas trop. Ou que ceci, ou que cela. Et on s'aperçoit qu'au XXIe siècle, alors qu'on a accès mondialement à tous les produits, tous les trucs et ainsi de suite, que majoritairement ce qu'on va acheter, c'est une idée. Et là, ce qui devient complètement fou, c'est que dans le même temps, même s'il y a encore des usines, mais de moins en moins, déjà dans nos pays occidentaux, c'est que tout à coup, la notion même du lieu de conception et du lieu de fabrication n'ont plus rien à voir. On est passé au 19e où l'artisan faisait conception, fabrication, distribution, tout seul. Au XXe siècle, on a le bureau d'études intégré qui dessine le produit, on a la chaîne qui le produit, puis on a un distributeur ou un grossiste qui s'occupe de la distribution, puis des détaillants qui s'occupent de la vente, et si le produit est technique, des installateurs qui s'occupent de l'installation. 21e, on est dans des notions que nous verrons dans notre cours de co-création. Quand Steve Jobs ouvre son App Store, il ne fabrique pas un seul bout de programme. Il a, et c'est une notion qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des surtraitants. On connaît tous dans notre système industriel les sous-traitants. Celui à qui je fais fabriquer quelque chose et je le paye pour fabriquer. Au XXIe siècle, on a des surtraitants, c'est-à-dire je mets à disposition de personnes des outils et des plateformes et des conditions leur permettant de venir créer directement chez moi. Et la notion de l'impression 3D va faire que là aussi, le lieu de production n'aura plus d'impact par rapport au lieu de consommation. Mais que ce qui va compter, c'est l'idée du nouveau modèle 3D, l'idée du nouvel usage, et l'idée de la petite appli, et l'idée que vont se faire des personnes autour de chez moi de la possession ou l'utilisation de tel outil, de telle chose, et ainsi de suite. La communication, pareil. La publicité, l'interruption marketing, c'est fini. Même si certains s'accrochent. Mais les chaînes de télé perdent chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires, les journaux perdent leur chiffre d'affaires, tout le monde perd du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on va passer de l'interruption marketing à la notion de la permission marketing. C'est-à-dire que, et c'est une des très bonnes nouvelles de la révolution numérique, en 10 ans, les gens sont devenus intelligents. Ils étaient déjà, mais ils ne savaient pas. Mais ils ont de plus en plus un accès fluide en temps complet à l'information. C'est-à-dire que la notion que la seule source d'information, c'est le soir en rentrant, je lis mon journal ou je m'assieds devant la télé, c'est terminé. On a de l'information au fur et à mesure de la journée. Sur son téléphone portable, sur son internet, sur sa tablette, quelqu'un que je rencontre, ainsi de suite. Et qu'on se fait prendre de moins en moins à la publicité qui nous vante mérite et surmérite de produits très standards.
et qu'on va arriver de plus en plus où le consommateur va demander quasiment du produit, pas sur mesure, mais avec une petite particularité, avec une petite chose différente, avec un petit service en plus, ainsi de suite. C'est toute la notion de permission marketing. Il va falloir discuter avec ses clients. Et ce qui va faire la force d'une entreprise locale, c'est le marketing viral. Et le marketing viral, ce n'est rien d'autre que notre bouche à oreille du 19e siècle, amplifié par l'outil numérique. Quand dans mon village, je pouvais dire que tel cordonnier faisait des chaussures plus belles ou plus solides, désormais, ma fille, elle le dit sur son blog, a des centaines de gens répartis un peu partout. Mais c'est la même démarche, totalement la même démarche. Les volumes, ça ne veut plus rien dire. Les volumes, ça ne veut plus rien dire, puisqu'on va passer de plus en plus, et on le voit à travers déjà les premiers services, Sculpteo, Shapeways, Immaterialis, à travers les premières boutiques à New York de fabrication d'objets sur demande au coin de la rue, à des gens qui vont prendre un objet, ça existe déjà, des chaussures 3D qu'on peut télécharger, qu'on peut réadapter à son pied, qu'on peut personnaliser et qu'on peut faire imprimer. Donc la notion de production de masse est terminée. On va sur de l'adaptation à chaque fois. Et comme dans le même temps, on revient en même temps sur du recyclage permanent, il y a toute une logique qui est en train de changer. Quant à la formation, même chose, le lieu n'a plus d'importance. On a deux grands systèmes qui existent, les MOOC et les plateformes de type Coursera ou EDX. Les MOOC, c'est quoi? C'est le logiciel libre de l'éducation. C'est-à-dire, à un moment donné, sur un sujet précis, il y a un MOOC français qui vient de s'ouvrir sur conduite de projet de mise en place d'un ERP dans une entreprise. Une vingtaine de spécialistes de l'ERP en ont marre de voir des grands groupes vendre n'importe quoi. Ils ont ouvert une université gratuite pour tous les informaticiens de France qui veulent se former à comment on met vraiment en place un ERP. Un MOOC, c'est un regroupement de personnes individuelles avec des gens qui ont de l'expertise, des gens qui ont du savoir, des gens qui ont des questions, des échanges. C'est des écoles ouvertes. Coursera ou EDX, c'est les grandes universités mondiales qui vous offrent gratuitement leurs cours. C'est-à-dire que là aussi, la notion d'enfermer dans un lieu des élèves pour les transformer de manière industrielle, avec des programmes, des horaires de prise de service, des horaires de fin de service, des contrôles continus et ainsi de suite, c'est totalement terminé. C'est là où on se rend compte que le numérique est une vraie révolution au même sens que la révolution industrielle. C'est-à-dire que posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait en 1800 en tant qu'agriculteur si on vous avait expliqué le XXe siècle en vous disant que désormais il ne restera que 5% d'agriculteurs, tout le monde travaillera dans des villes, dans des usines, avec des horaires, dans des bureaux, ainsi de suite. La révolution numérique, c'est la même chose, une seule particularité. Là où il a fallu des tranches de 30-50 ans pour faire un petit avancée, aujourd'hui, en 3 à 5 ans, tout change. La révolution numérique, elle va toucher l'ensemble de toutes les couches de la population. Et dans la formation, je vous invite à lire sur Internet les petits billets de Michel Serres, qui explique, dans Petite Poussette par exemple, qu'au début de sa carrière, il transmettait à ses élèves 80% du savoir qu'il avait appris à l'école normale. Qu'actuellement, il ne possède pas 15% du savoir nécessaire qu'il peut transmettre aux élèves. Que par contre, quand il arrive en cours, il donne encore des cours à l'Académie de France, il donne des cours à Harvard, que quand il arrive en cours, parce qu'il a donné le sujet de son cours, l'ensemble de ses élèves est allé suivre le cours d'abord sur Internet, et qu'il a un nouveau rôle d'échange entre les données qu'ont eu les différents élèves. Voilà tout le changement de la révolution numérique.